Et bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve après des mois d'attente pour faire la plantation du gros bac qu'on avait fait ensemble, donc avec les roches volcaniques. Je vais vous présenter les plantes, pourquoi je les ai positionnées à des endroits particuliers, ce que j'attends comme rendu au final. Et d'abord, je vais vous montrer comment je les ai choisies pour qu'elles soient cohérentes avec comment l'aire géographique où vit mon lézard. Donc pour faire un bac un peu biotope, on va dire. Je vous laisse sur cette séquence où je vous fais une explication des différentes méthodes que j'utilise et on se retrouve de suite pour la plantation. C'est parti. Du coup, je vais vous expliquer comment moi je m'y prends pour trouver des plantes qui sont de la même origine géographique que les animaux pour faire des terrariums biotopes, on va dire. Donc là, il y a plusieurs démarches que je mets en place et qui peuvent se compléter. Donc moi, ce que je fais d'abord, c'est que quand il y a une plante qui me plaît et que je ne connais pas, j'essaie de l'identifier. Donc ça, il y a plein d'applis qui servent à ça. Moi, j'en utilise une qui s'appelle PlantNet, qui est sur le téléphone. Et ça fonctionne très bien. Et comme ça, après, une fois que j'ai le nom de la plante, je peux aller vérifier son origine géographique. Ce que j'ai fait ces derniers temps pour choisir mes plantes, en fait, c'est d'aller sur le site qui s'appelle iNaturalist. Et en fait, c'est un site, comment, c'est un site participatif où en fait les gens prennent en photo la faune et la flore là où ils la croisent. Et après, ça fait une cartographie avec les observations et tout. C'est un site vachement intéressant, très complet. Et là, moi, je m'en sers donc pour en fait aller voir quelles plantes sont présentes sur la zone géographique qui m'intéresse. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va sur iNaturalist. Et après, moi, je sélectionne une zone. Donc là, on va prendre l'Asie du Sud-Est au niveau de l'Indonésie en particulier. On va mettre un petit filtre, juste plante. Tac. Et après, on va aller voir le nombre, les espèces qui sortent. Bon, 9000 espèces, ça fait un peu beaucoup, mais déjà ça vous donne déjà une première base de toutes les plantes qui sont présentes sur l'aire que vous avez choisi. Après, il faut se rendre compte que plus l'aire elle est grande, plus ça va englober des milieux différents. Et donc forcément, là on va retrouver tout type de plantes pour tout type de milieu. Donc après, c'est à nous de faire le tri, mais déjà, voilà, ça donne une base. Et donc, moi, c'est comme ça que je suis tombé sur les fougères que j'ai mis là-bas, que je vais vous montrer plus tard. Attendez, je vais la retrouver. Voilà, c'est celle-là. Drinaria quercifolia. Celle-là, c'est en me baladant sur iNaturalist que je l'ai trouvée. Et que c'est une plante qui correspond à l'environnement que je veux recréer et à l'aire géographique qui est visée. Donc typiquement, c'est un exemple de recherche qui a abouti, puisque après, forcément, toutes les plantes ne sont pas disponibles sur le marché. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous balader ou faire une liste de plantes qui vous plaît et qui sont adaptées au milieu. Et après, en parallèle, aller chercher sur les sites de vente de plantes en ligne, voir lesquelles sont disponibles et surtout, s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous verrez l'origine géographique. Et, euh, et aussi à préciser aussi, c'est qu'il y a plein de plantes tropicales qui sont répandues en fait sur l'ensemble de la bande équatoriale. Donc, ok, elles ont des origines précises. Par exemple, les Heliconia, c'est un bon exemple parce que c'est originaire des Caraïbes. Mais en fait, on en retrouve partout sur la bande équatoriale. Donc, moi, je vois pas d'inconvénient à les utiliser, par exemple, pour un truc qui serait là en Asie du Sud-Est ou ailleurs, quoi. Donc, vous voyez, comme je vous disais, il y a tout type de plantes. Là, j'ai vu passer les palutuviers rouges. Bon, bah ça, c'est des plantes de mangrove. Voilà, il y a palmier des mangroves ici. Donc, vous voyez, après, il faut faire le tri derrière quand même. Trouver des plantes qui ne deviennent pas énormes et qui restent adaptables au terrarium. Donc c'est là que c'est intéressant de croiser en fait ces recherches-là sur iNaturalist avec les recherches sur les sites en ligne. Ce qui est intéressant aussi avec ce site, tant que j'y suis, c'est que en fait vous pouvez voir la plante dans son milieu naturel. Donc ça vous donne une idée déjà de comment elle se développe, comment elle peut devenir en fait, et surtout dans quel milieu elle se plaît bien. Donc ça c'est vachement utile je trouve pour déjà cerner les besoins de la plante en fait et voir si c'est compatible avec le milieu qu'on veut lui donner. Donc après, une fois que vous avez le nom ou le genre de l'espèce, vous pouvez le taper là. Tac. Et après, bon, bah, tout ça, ça prend du temps, mais aussi après, moi, je me régale de le faire.
Donc là, vous pouvez voyez pour les plantes avec les fleurs rouges que j'ai mis dedans, là, que vous verrez tout à l'heure. Bah, typiquement, là, en fait, ça m'a permis de voir vraiment comment elles se développent, que c'est pas non plus trop envahissant. Même de manière générale, en fait, ça donne des images de l'environnement naturel où est susceptible d'être la plante et aussi le lézard. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, pour créer des biotopes complets. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc là, voilà, par exemple, si on prend celle-là, on a vraiment un bout de jungle avec tous les éléments qui le composent. Et ça, je trouve que ça peut être super intéressant à reproduire. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je traîne sur une naturaliste. Le mieux, c'est de sélectionner des petites zones. Après, comme c'est comment participatif, c'est pas parce qu'il n'y a pas le point de la plante sur l'aire que vous avez sélectionné qu'elle n'y est pas dans la nature. C'est juste que personne est allé la recenser. Donc, faut nuancer quand même certains trucs. Mais ça donne voilà, déjà une idée. Et ça permet de découvrir des plantes aussi. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, vous pouvez utiliser l'IA forcément. Demander à ChatGPT de vous lui donner les paramètres de votre bac et vous lui demandez de vous sortir une liste de plantes. Bon, en général, c'est pas très recherché, mais si vraiment vous êtes au début de vos recherches, ça peut permettre de vous orienter déjà sur certaines plantes ou sur certains genres. Moi, je n'utilise pas trop, je préfère me débrouiller avec les outils que je vous ai montrés. Mais ça peut être une solution aussi pour dégrossir le travail, quoi. C'est comme ça que je fais, j'espère que c'est une méthode qui vous aidera à l'avenir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse. Parce que là, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps de faire le tri, de chercher la bonne plante et tout. Entre les sites et la liste d'espèces qu'on arrive à sortir là avec les filtres. Donc mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Et maintenant, je vais vous montrer, on va passer à la plantation et je vais vous montrer le bac comme il est actuellement. Bon, du coup, voici le bac plus ou moins planté. Il y a des plantes que je dois encore placer, je vais le faire avec vous. J'ai déjà fait plusieurs tests. Il y a eu une première session de plantation qui s'est faite début janvier, où j'ai commandé les plantes là où il faisait le plus froid. Donc j'en ai une partie qui sont arrivées mortes et une autre partie qui sont arrivées en mauvais état et là qui sont en train de repartir. Donc dans ce premier arrivage, il y avait des plantes de cette famille là. Je sais plus, le nom il est dur à dire, je vous le mettrai à l'écran. Donc j'avais pris deux variétés. Les deux elles n'ont pas résisté, elles sont arrivées, c'était foutu. Et après, j'ai trouvé une super variété de. Enfin, une espèce carrément de fougère qui est à moitié épiphyte, qui pousse aussi sur les roches et les troncs. Donc, qui est épiphyte quoi. Et, euh, et je me rappelle plus du nom, je vous le mettrai à l'écran. Et en fait, ça devient magnifique. Et je suis content parce que le rhizome, j'ai pu le séparer. Et là, les deux que j'ai plantés repartent. Donc, les feuilles les plus importantes, elles sont mortes. Mais il y a de nouvelles feuilles qui repartent du rhizome, donc je pense que c'est bon signe. Autre chose qui est en terre, là-bas c'est une petite asplenium, bon ça fait des années que je l'ai. À chaque fois que je le change de place, il ramasse, mais lui il est costaud. Le gros, ça que vous voyez dépasser là, c'est le gros, comment ça s'appelle, la grosse alocasia que j'avais mis. Donc là il reste que le bulbe, j'espère qu'il va repartir, j'y crois. Mais pour l'instant là il est pas au max du tout. Ensuite pareil, petite bouture de bégonia, bon ça c'est pas trop biotope. Et la vanille elle a poussé, bah, vous voyez là, entre la deux feuilles et celle-là, c'est ce qui a poussé entre temps. Donc ça pousse pas très vite, mais ça pousse, donc c'est déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va mettre, ça devant c'est un Ficus sagitta ou sagittata, je crois. Une petite orchidée là, Macodes pelotas. Et là de la sélaginelle très classique. C'est la sélaginelle unicata là qui devient un peu bleue. Donc tout ça, c'est des plantes qu'on retrouve en Asie du Sud-Est, sur l'aire de répartition des petits lamprolepis. Et donc je vais les planter, je vais vous expliquer pourquoi je les ai mis là. Et donc là, moi, l'objectif à la fin, je vous montrerai des images que j'ai trouvées dans les endroits où ils peuvent vivre. En fait, les arbres, ils sont carrément colonisés de plantes grimpantes et épiphytes. Donc là, c'est pour ça qu'avec le ficus, la plante qui fait les fleurs rouges là, et peut-être la vanille un jour, je compte faire un battle royale aérien. Que vraiment ça soit rempli de plantes. Et c'est ça qui va donner vraiment du charme
à la composition, quoi. Après, le sol, il n'est pas trop important, il sera très peu utilisé. Donc ça me laisse la place de mettre des plantes et de, pourquoi pas, je sais pas, rajouter des cailloux, faire des petits aménagements comme ça. Voilà, je vais pas plus parler. Je crois que j'avais rien d'autre à dire. Ah si, j'ai, je vous ferai peut-être une vidéo complète sur la pulvérisation, enfin la pulvérisation des bacs. Donc au début, moi j'étais chez, comment ça s'appelle? Le Kyriaptil, je crois, avec les Nanorain et les trucs comme ça. Et en fait, c'est cher pour ce que c'est, je trouve. Surtout que les buses, elles sont pas de très bonne qualité, elles se bougent facilement. Donc après, j'avais pris un petit kit Amazon, pas cher, qui fait le taf, que j'ai mis à côté. Bah là, il y a le boîtier ici, ça part à côté. Et bon, ça arrose, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux vraiment que les gouttelettes, elles aillent partout et qu'elles humidifient vraiment. Pas juste que ça mouille à des endroits assez restreints. Donc là, j'ai acheté cette pompe là, comme les plantes. Je l'ai acheté chez Pink Tropical. Voilà. Bon, bah la pompe marche super bien. Elle est sur un programmateur, 2 fois par jour. Et c'est pas mal, quoi. Ah oui, j'ai oublié aussi, il y a cette plante là que j'ai cachée. C'est la plante hôte. Bon, le nom, pareil, je vous le mettrai à l'écran, c'est un truc dur à dire. C'est la plante hôte des chenilles des ornithoptères. C'est des papillons que je trouve incroyables, donc ça, pareil, le jour où ça colonise un bac, on fout 4 chenilles et puis ça va régaler. Pareil, elles viennent de chez Lepidoflora, comme le Pterocarpus DCO. Je vous montre là dans cet autre bac. Voilà. Donc toutes celles que j'ai sorties du pot, j'ai eu du mal à les faire repartir. Et celles que j'ai laissées dedans, bon, ben, elles sont en train de se répandre doucement. Donc c'est plutôt pas mal, j'en suis assez content. J'en profite, on est là sur Amalia. Là, le bac il a été ravagé, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est une expérience végétale, on va dire. Bon, ben on le refera à l'occasion. Allez, pour le coup, je vous pose vraiment et on plante. Allez, donc là, on va fonctionner de droite à gauche. Donc je vais commencer par la petite orchidée qui est là. Donc ça, les orchidées, j'ai un peu de mal. Je me suis renseigné pour celle-là, apparemment elle n'aime pas trop la lumière. Donc je pense que dans ce coin-là, un peu ombragé, ça peut être pas mal. Et après, ça se répand, ça fait un peu comme des tapis. Donc ça, j'aimerais bien que ça fonctionne, ça peut être très très sympa. Donc au pied, on va lui foutre j'ai du terreau pour orchidée. Bon, en fait, c'est un mélange de trucs drainants et pas très nutritifs. Donc je vais lui mettre ça au pied, on va la planter en direct. Elle sera un peu surélevée du sol. Même si là, avec la brumisation qu'il y avait avant, le sol en fait il a très peu été humidifié. Parce que vraiment ça arrosait pas, c'était pas suffisant, quoi. Les gouttes elles atterrissaient pas au sol. Donc vous voyez, moi je trouve que c'est une plante de fou. J'ai essayé d'y aller doucement. Ah ouais, Pink Tropical, franchement ils sont sur les emballages, c'est quelque chose. J'ai rarement vu ça. Je vous mettrai une liste dans la description de toutes les boutiques où vous pouvez trouver des plantes. Moi en fait ce qui détermine l'endroit où je prends mes plantes, c'est qu'en gros j'ai une liste. Et je les prends là où elles sont, là où il y en a le plus qui sont disponibles. Ça m'évite de faire 200 commandes, même si c'est impossible de tout avoir en une seule commande. Là, vous voyez, je voulais au minimum ces trois-là. J'aurais bien aimé prendre des petits bégonias et des sonéries là. Mais ils en avaient pas. Bon, donc là, déjà, le starter pack, il est correct. Ouais, ici, ça me semble pas mal là. Contre le caillou. Au début, je voulais les mettre carrément dans ce côté-là. C'est un peu trop à l'ombre. Et ça la met pas trop en valeur. Donc on va la mettre là. Ah, mais là, c'est de la spine quasi vivante, j'ai l'impression. Elle est vachement longue, elle est pas mal, ça, elle est de bonne qualité, hein. Je vais un peu mélanger tout ça. Allez, et là. On va voir comment c'est foutu. Ah ouais. Oui, alors ouais, l'idéal c'est de pas foutre la terre des plantes dans le terrarium. Bon, euh, on va faire confiance à Pink Tropical sur la qualité de la terre. Je pense pas que ça soit blindé de pesticides. Du coup, on va regarder si elle a. Qu'est-ce qu'elle a comme racine? Elle a un morceau, deux morceaux. Là, c'est une bouture. Ok, du coup, ça doit se bouturer ce genre de plante. Tac, je vais la mettre là. Là, franchement, les orchidées, c'est au feeling, hein.
je prétends pas du tout vous faire un tuto plantation d'orchidées. Bon bah après le principal c'est quand même la lumière et l'arrosage. Le substrat c'est... la plupart des orchidées elles s'en moquent un peu. Bon, et on va lui souhaiter une longue vie. Je vais un peu arroser quand même. Surtout humidifier le substrat neuf là, qui était pas dans le bac. Tac. Les feuilles magiques de chez Marcellarium. Hop, et pour elle c'est bon. Bon, le Ficus sagittata, je vous explique. Ces plantes là, avec les fleurs rouges, elles sont tombantes, elles descendent. Le ficus, il va faire l'inverse, en principe, il va monter. Donc je pense que les deux ils vont se croiser, ça va être super sympa. Et le ficus, il est un peu plus agile, je crois. Donc il ira dans des endroits où cette plante, elle ira pas forcément. Donc lui, je l'aurais bien mis en fait là-bas dans le creux, dans le fond. Un peu puni, mais parce qu'on les connaît les ficus. Si on leur donne trop d'avantages, c'est trop facile pour eux. Donc là dans le fond ça ira bien, comme ça au mieux il grimpe sur la paroi, au pire il attaque dans les branches là. Dans tous les cas ça régale. Donc c'est là-bas que je vais le mettre. Et là vous verrez quand j'aurai fini de planter ça, là, il me restera quand même pas mal de place au sol pour me faire plaisir sur les plantes, mais ça sera dans un second temps. Donc peut-être une autre vidéo sur ce bac pour vous montrer l'évolution. Et les nouvelles plantes. Là pareil l'emballage, attention. Il pouvait rien lui arriver lui. Bon, j'ai pas fait trop d'efforts pour enlever la terre des racines, je voulais surtout voir comment c'était foutu. Et en fait c'est un substrat qui est vachement drainé. Et donc là dans le fond ça ira pas mal. Parce que le fond en fait il est surélevé déjà de une. Et de deux, il y a peu de. Comment? Il y a peu d'eau qui arrive jusqu'au fond. Donc ça fait que les racines ne devraient pas être inondées et se noyer. Et il en prend déjà de la place. Ok. Et là, collé à l'asplenium, impeccable. De toute façon, ils vont pas du tout être au même niveau à terme. Ok. Il y avait ça avec. Là, j'ai l'impression qu'il y a des spores de fougère. Je vais le mettre là en plein soleil, sous la brumisation. Donc là, c'est la Ginelle unicata. C'est l'espèce la plus répandue. Après, il y a d'autres espèces de sélaginelles aussi qui viennent un peu d'Asie du Sud-Est. Peut-être j'essaierai, c'est des espèces avec des feuilles plus grandes. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment des feuilles, mais vous avez compris quoi. Qui montent, qui sont pas rampantes. Donc ça peut être pas mal aussi dans ce bac. Là, je vais la diviser sûrement. Enfin, je vais voir comment il est foutu le pied. Et après, ça, de toute façon, c'est assez facile. Tant qu'il n'y a personne qui lui marche dessus. Par exemple, chez les grenouilles, ça marche pas. Si elle est posée au sol. Chez les tribots, encore moins. Donc c'est une belle plante qui est quand même assez sensible, il faut la soigner, c'est un peu une princesse. Donc là, si elle se répand au sol, en principe, personne ne devrait l'embêter. Donc j'espère que ça va le faire. C'est une plante que j'avais et que j'ai perdue parce qu'elle était pas avec des colocataires sympas. Au début, je voulais la diviser. Écoutez, je vais la mettre là. Je vais faire un petit trou ici. Tac, alors. Je vais faire partir un morceau d'air là-bas. Et ça y est, déjà, il y a bagarre avec les feuilles. Oh, calmez-vous là. J'aime bien, j'aime bien. Ce petit départ là sous la roche, ça me plaît beaucoup. Ça fait un peu sa caverne, c'est très mignon. Très très mignon. Pareil là aussi, j'arrose au pied. Histoire de tasser un peu la terre que j'ai remuée et tout le reste. On va nettoyer les cailloux. Du coup, je suis pas caméraman, je vais essayer de vous faire des petits plans sympas. Donc là, on a la sélaginelle, la petite vanille. Ça servira aussi de témoin pour l'update quand ça aura poussé. Ce que je vous disais là, le rhizome de fougère. Voilà. Donc là, c'est les feuilles qui sont mortes.
En tout cas là ce bac il est de plus en plus sympa et donc vraiment là ouais, il est ouvert depuis un moment donc forcément c'est un peu séché mais quand ça vient d'être arrosé, les pierres volcaniques elles sont bien foncées, c'est magnifique avec le contraste du vert donc ça c'est génial. Et je pense que je vais pas tarder à mettre le petit pot dedans parce qu'il a déjà bien grandi et comme ça me libérera une place ici même. Je lui trouve un nom d'ailleurs. En fait, je vous explique, dès que j'arrose, il vient boire les gouttelettes. Systématiquement, il boit, il boit, il boit, il boit. Et donc, comme il fait que de boire, j'ai décidé de l'appeler Scott. Et quand on lui trouvera un petit pote, ben, il s'appellera Bilo. Ça sera Scott et Bilo. Voilà, donc je précise que là, du coup, toutes ces plantes, c'est des plantes qu'on peut retrouver en théorie sur l'aire de répartition du petit lézard. Et je précise que c'est le seul bac de la pièce où vraiment j'ai décidé d'être super strict sur la sélection et de vraiment prendre le plus de plantes vraiment quasiment endémiques du milieu, même si après c'est des plantes tropicales. Donc là par exemple le petit asplenium on en trouve partout en fait. La vanille c'est la même chose. Et il n'y a que le petit bégonia latelmae. Lui il fait pas partie de l'équipe, mais c'était la dernière bouture qui me restait. Je voulais être sûr de ne pas le perdre, donc pour l'instant il est ici. Le temps qu'il se répande bien, que je fasse d'autres boutures. C'était histoire de ne pas perdre la souche. Sinon voilà, tout le reste, c'est biotope. Mais bon, c'est le seul bac où vraiment j'ai poussé le truc à ce point-là. Allez, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé en entier. Dites-moi dans les commentaires si le bac il vous a plu. Moi je le trouve génial, j'ai hâte de voir l'évolution. On refera une dernière vidéo dessus quand je rajouterai les dernières plantes et le petit lézard. Les prochaines vidéos, ça sera sûrement la mise en couple des Tribonotus gracilis, donc ça sera l'occasion de faire un point sur comment je maintiens cette espèce et moi ce que j'ai observé sur son comportement. Et après on enchaînera avec le réaménagement du bac de Amalia, qui est vraiment dans un sale état et qui me va plus du tout. J'ai vu que la vidéo sur les grenouilles aussi elle vous a vachement plu, donc je pense que je ferai une vidéo sur le cycle complet de la grenouille, de son élevage, donc de la réception des œufs et jusqu'à l'émergence des têtards. Parce que là en fait j'ai quasiment tous les stades qui sont un peu en développement. Donc je pourrais tout vous montrer de A à Z avec chaque stade, vous expliquer comment je le maintiens. Si ça vous intéresse, dites-le, mais ça avait l'air de vous chauffer déjà la dernière fois, donc je pense que je le ferai. Donc voilà, pas mal de petits projets à venir. Abonnez-vous si ça vous a plu, il y a le compte Instagram si vous voulez envoyer des messages. Et puis moi, d'ici là, je vous dis à bientôt.